Bonjour à tous, ou rebonjour en fait à vous. Je voudrais remercier tout d'abord Catherine Poujol pour m'avoir invité aujourd'hui. Donc je vais vous parler en fait des forêts urbaines et de leur préservation, et en particulier dans le cadre d'un climat qui change. Donc pas seulement le changement climatique, mais également le changement de mentalité en fait au cours du siècle. Donc auparavant, je vais dire quelques mots en fait sur l'association que je préside, parce que peut-être que tout le monde ne connaît pas. L'association franco-kirghize d'écotourisme est une association qui prône le développement d'un tourisme écologique, c'est-à-dire l'écotourisme, et qui favorise ou qui aide à entretenir la coopération entre la France et le Kyrgyzstan dans le domaine du tourisme et de l'environnement. Donc vous pouvez voir ici quelques photos prises avec des volontaires de notre association. Par exemple, nous organisons différentes activités avec des volontaires pour collecter par exemple les déchets dans les parcs de la ville de Bichkek ou dans les sites touristiques. Nous organisons aussi des tours pour des touristes français ou européens. Et vous pouvez voir ici une photo qui a été prise à la Archa dans le cadre d'un tour, parce que nous prenons plutôt l'observation de la faune et de la flore. Nous participons aussi à des conférences, donc comme celle-ci, ou comme des conférences sur les parcs de la ville ou les espaces verts, comme vous pouvez le voir ici sur la photo. Donc voilà nos différentes activités. Ensuite, je vais rentrer un petit peu plus dans les termes techniques. Donc pour être sûr que, pour une meilleure compréhension, je vais définir ce que c'est qu'une forêt urbaine. Donc on a deux définitions en fait principales de la forêt urbaine, celle donnée par Jorgensen en 1974. Donc il s'agit d'un secteur spécialisé des sciences forestières dont l'objectif est la culture et la gestion des arbres en vue d'assurer leur contribution actuelle et future au bien-être physiologique, social et économique de la société urbaine. Sont inclus dans cette contribution les bienfaits environnementaux, les activités récréatives et les plaisirs que procurent les arbres. Donc c'est assez large, il y a différentes composantes, notamment sociales, économiques et écologiques. La deuxième définition est très proche, que j'utiliserai en fait aujourd'hui. La planification, la plantation, la protection, l'entretien et le soin durable des arbres, des forêts, des espaces verts et des ressources connexes dans les villes et collectivités, ainsi qu'en périphérie de celles-ci, pour fournir aux gens des bienfaits associés à l'économie, à l'environnement, à la société et à la santé publique. Voilà, donc c'est pour poser le cadre un petit peu de ce que c'est qu'une forêt urbaine. Et ensuite, je vais montrer maintenant, je vais prendre quelques chiffres pour montrer l'importance des forêts urbaines, notamment, et périurbaines, j'aurais pu ajouter aussi, c'est-à-dire pas seulement dans le centre même des villes, mais en périphérie. En 2019, il faut savoir que 55% de la population mondiale vit en zone urbaine. Et en 2050, un deuxième chiffre, 68% de la population mondiale vivra probablement en zone urbaine. Ça veut dire que la plupart des gens auront une première expérience, un premier contact avec la nature probablement en ville. Donc ce qu'on appelle l'expérience forestière de la plupart des gens viendra dans les parcs, dans les cours d'école, pour là où il y a des arbres, dans les allées, les boulevards ou les forêts urbaines. Et non pas forcément des parcs nationaux ou des aires de nature sauvage. Donc tout ça pour dire que les forêts urbaines seront de plus en plus importantes à l'avenir pour que les gens, les citoyens, les citadins aient un contact avec la nature. Alors je rappelle aussi quelques faits sur les forêts urbaines qui sont composées de ce qu'on appelle les arbres urbains. Il y a 4 avantages principaux qui sont décrits par la littérature scientifique, notamment le premier avantage, un avantage écologique. Donc les arbres et les forêts urbaines produisent de l'oxygène, donc ils sont essentiels à la vie, par le processus de la photosynthèse. Ils purifient l'air, bien sûr, ils encouragent la biodiversité, on parlait tout à l'heure, notamment en proposant des refuges pour les oiseaux, les animaux, ou tout un tas d'espèces animales et végétales. Ils permettent de lutter contre l'érosion des sols. Ils contribuent aussi à la régulation des écarts de température extrêmes, comme l'évapotranspiration,
Par exemple, on a mesuré dans un parc ici à Bichkek, il y avait à peu près 10 degrés d'écart en plein soleil entre le centre-ville de Bichkek et les zones couvertes de forêt. Et ensuite, ils protègent de la chaleur, donc ils évitent ce qu'on appelle les phénomènes d'îlots de chaleur. Par exemple, il faut savoir qu'en ville, avec le béton, si vous n'avez pas d'espace vert ou de fleuves ou de zones de forêt avec des lacs, les températures peuvent s'élever vraiment de façon très importante, notamment l'été. Et pour éviter ça, les espaces verts et les canaux et les étangs sont très importants. Un autre bienfait des forêts urbaines est un bienfait esthétique, c'est-à-dire qu'il permet de couper en fait les paysages, de mettre en valeur le paysage et de ne pas avoir seulement des structures qu'on appelle des espaces gris, c'est-à-dire des bâtiments. Ils aident à définir et à séparer les grands espaces extérieurs et ils améliorent l'esthétique du paysage urbain. Ensuite, je veux rappeler qu'il y a aussi un phénomène, un bienfait social, notamment les personnes qui vont se promener dans les parcs. Il y a eu plusieurs études de fait dessus. Ça leur permet, il y a un phénomène psychologique en fait qui se produit. Ça leur permet d'être plus détendus, d'être moins stressés et de développer moins de maladies liées au stress, par exemple. Donc ça améliore la qualité de vie des citadins et ça permet de favoriser les activités en plein air comme la marche, le vélo ou la course à pied, par exemple. Et puis il y a aussi un intérêt économique à préserver les forêts urbaines, c'est que ça augmente tout simplement en fait la valeur des habitations qui sont à proximité des forêts urbaines et ça permet aussi d'économiser de l'énergie par rapport aux effets de chaleur, aux îlots de chaleur dont je parlais tout à l'heure. En diminuant ce phénomène d'îlots de chaleur, ça permet de diminuer en fait l'utilisation, par exemple comme à Bichkek, de l'air conditionné et vous pouvez faire des économies en fait d'énergie grâce à ça. Je vais passer un peu plus de temps maintenant sur les problèmes que rencontrent les forêts urbaines. Je vais faire part de mon expérience dans ce domaine. Donc c'est pour ça que j'ai intitulé ce slide « Les forêts urbaines sous pression ». Les arbres peuvent être malades, donc souvent on l'oublie, mais ce sont des êtres vivants, donc comme les êtres humains, ils peuvent développer des maladies. Vous pouvez voir ici sur la photo à gauche un arbre, un karagache, donc c'est un orbe en français qui est touché par la maladie hollandaise de l'orme. Alors il faut savoir que Bichkek est la ville, l'une des capitales au monde qui concentre le plus d'ormes, donc elle est particulièrement touchée par ce phénomène. Donc la maladie hollandaise de l'orme est provoquée par ce qu'on appelle un scolite, c'est-à-dire un insecte en fait qui creuse des galeries sous l'écorce et du coup l'écorce tombe et un arbre qui n'a plus d'écorce en fait ne peut plus survivre puisqu'il ne peut plus avoir de lien avec, il ne peut plus obtenir les nutriments nécessaires à ses fonctions vitales. Et ensuite, à droite, vous avez une photo aussi d'ormes, d'allées d'ormes, qui ne sont pas complètement morts, mais qui vont probablement mourir dans les années à venir. Donc ça, ce sont des photos qui ont été prises dans le parc Karagachevaya Rocha à Bichkek. Donc c'est le plus grand espace vert de Bichkek, qui est situé au nord-est de la ville. Alors je veux aussi m'attarder sur d'autres maladies des arbres, par exemple les chênes, on en parle beaucoup en ce moment. Les chênes sont particulièrement touchés et endommagés par les scolites qu'on appelle les Prophenusa pygmae. Donc ce sont des petits insectes en fait qui provoquent un noircissement des feuilles comme on peut le voir sur la gauche en haut ou à droite. Et du coup ensuite l'arbre perd sa capacité à fixer le dioxyde de carbone et à faire la photosynthèse et donc il peut en mourir. Et ensuite, une troisième maladie qui est peut-être moins connue, c'est ce qu'on appelle la mineuse du marronnier. Donc c'est un insecte qu'on peut voir en bas à gauche et qui s'attaque particulièrement au marronnier. Le nom latin c'est Cameraria horridella, pour ceux qui connaissent plus particulièrement. Et ça provoque aussi, ça attaque les feuilles donc brunissent puis noircissent et l'arbre perd sa capacité également à faire de la photosynthèse. Et donc il peut en mourir aussi. Alors ensuite, je vais parler plus en détail des conséquences du changement climatique sur les arbres.
Alors je vais peut-être rappeler auparavant que les arbres peuvent communiquer entre eux, ils peuvent échanger des nutriments, ils peuvent échanger du dioxyde de carbone grâce à un réseau de champignons ou de ce qu'on appelle du mycélium. Donc ils vivent en symbiose la plupart du temps, enfin les arbres vivent en symbiose la plupart du temps avec des champignons. Et il faut savoir qu'il existe en gros, enfin à ma connaissance, deux types de symbiose importantes, ce qu'on appelle l'ectomycorhize et l'endomycorhize. Alors la première concerne un mycélium de champignons qui entoure les racines des arbres, alors que la deuxième consiste plutôt à une symbiose qui est à l'intérieur des racines. Et en fait, chaque espèce d'arbre va plus ou moins développer l'une ou l'autre des symbioses. Et ce qui se passe, c'est qu'avec le réchauffement climatique, l'une de ces symbioses a tendance à prendre le dessus sur l'autre. Et malheureusement, elle favorise des espèces d'arbres qui vont capter moins de dioxyde de carbone. Et du coup, ça encourage, enfin ça accentue probablement les conséquences du réchauffement climatique. Donc c'est le cas par exemple dans les forêts d'Europe, d'Amérique du Nord ou de Russie. On pourrait voir à l'avenir de plus en plus des arbres à endomycorhize qui supplantent les arbres à ectomycorhize, ce qui entraînerait une libération de gaz à effet de serre plus importante, donc selon les dernières recherches. Et le quatrième problème dont je voudrais parler, ce sont les déchets ménagers et tout type de déchets. Ça, ce sont des photos qui ont été prises dans un parc au nord de Bichkek, donc le parc Karagachevaya-Rocha l'année dernière. Vous pouvez voir énormément de déchets, notamment des déchets plastiques, des composants électroniques. Et vous pouvez voir des animaux aussi qui mangent ces déchets. Et du coup, ça touche aussi bien les hommes, parce que si les animaux domestiques mangent ces déchets, après nous, on mange les animaux domestiques, et du coup, on est impacté. On peut être intoxiqué par différents plastiques et composants. Et c'est la même chose pour les arbres, puisque ça pollue le sol, ça pollue l'eau, et ensuite, ça peut avoir des conséquences aussi et accentuer les maladies des arbres. Alors au passage, je voudrais dire que notre association a nettoyé tous les déchets qui sont là. Donc maintenant, cette situation n'existe plus pour ce parc. Et ensuite, la pollution de l'air aussi. Tout le monde a connaissance du nuage noir qu'on peut voir, notamment l'hiver au-dessus de Bichkek. Donc vous pouvez voir une photo ici à droite, due à différents composants, notamment le dioxyde d'azote des voitures, qui peuvent affecter et modifier l'ADN des personnes et donc entraîner des maladies. Donc préserver et développer les forêts urbaines permet de limiter l'impact des pollutions, notamment les pollutions de l'air. Voilà. Donc j'ai rappelé un petit peu l'importance des forêts urbaines, les maladies, les problèmes majeurs qu'elles rencontrent. Je voudrais m'attarder plus en particulier sur le cas du parc Karagachevaya-Rocha, puisque notre association avec l'Université américaine d'Asie centrale et en coopération avec la mairie de Bichkek a lancé l'année dernière un projet pour préserver cet espace, qui est le plus grand espace vert de Bichkek. Alors on peut passer au slide, voilà. Donc là, vous avez quelques images d'archives d'historique sur ce parc, notamment Alexis Fetisov, qui a créé en fait en 1881 avec ses étudiants, qui a fait des plantations en fait pour développer la forêt qui existait au départ dans ce parc. Et à l'époque, il y avait 220 hectares de forêt. Et actuellement, à cause des coupes illégales et des constructions, ce parc a diminué de 40% en fait de superficie. Et aujourd'hui, on a seulement 123 hectares de forêt. Et vous pouvez voir ici quelques photos prises de vue aérienne. Donc, on pourra revenir sur le terme d'espèces, mais on a répertorié 33 espèces en fait d'arbres différentes dans ce parc, ce qui est très important en termes de biodiversité. Il y a toute une microfaune aussi qui vit en fait et qui profite de cet écosystème, notamment beaucoup d'espèces d'oiseaux. Voilà, vous pouvez voir ici. Alors il y a plus d'espèces recensées en fait actuellement, puisqu'on a fait un nouvel inventaire. Il n'y en a plus 21, mais 33. Ici, vous pouvez voir en fait l'évolution de la superficie du parc depuis 2010.
Pourquoi 2010? Parce que ça correspond en fait à la Révolution, et on s'aperçoit bien qu'entre 2010 et 2014, le parc a été énormément réduit suite à des constructions illégales, notamment dans la partie nord-ouest du parc. Et en 2017, on peut voir également aussi des maisons qui sont construites dans la partie sud et à l'est. Donc, en dehors des constructions et des coupes illégales d'armes, comme vous pouvez le voir ici sur la photo, il y a aussi les problèmes des déchets dont j'ai déjà parlé tout à l'heure, et beaucoup de gaspillage d'eau. Ça, c'est pour brosser un petit peu le tableau. Donc l'objectif du projet qui a été mené en partenariat avec les universités et la mairie était de protéger la majeure partie en fait du parc et de sa biodiversité, de sensibiliser le plus grand nombre de personnes, et particulièrement les plus jeunes, à la protection de l'environnement, d'accompagner les politiques locales en matière de développement durable et de protection de l'environnement, et de développer des programmes éducatifs pour les écoles, les universités, pour que l'écologie et la protection de l'environnement soient davantage au cœur des préoccupations en fait, de la jeunesse et du monde de demain. Donc on a fait également un sondage sur environ 3000 personnes qui ont visité le parc depuis un an, et 57% étaient prêts aussi à aider en fait, à développer le parc et à participer, donc ce qui est encourageant, parce qu'il faut, malgré les problèmes et difficultés dont on a pu parler précédemment, il faut avoir des, comment dirais-je, des indicateurs optimistes. Donc, voilà. Alors vous pouvez voir ici la carte du projet d'aménagement du parc, qui est divisée en 4 zones. La zone en verte que vous pouvez voir et en plus clair sont une zone dédiée en fait aux gens, à la promenade, à la plantation de nouveaux arbres. Sur la partie en bleu, au nord-est, c'est une partie complètement fermée pour protéger en fait toutes les espèces locales d'arbres et animales aussi, et d'oiseaux, puisque c'est une espèce qui présente, enfin, dans laquelle on a trouvé 2 espèces endémiques d'oiseaux. Donc il faut éviter de trop les déranger si on veut augmenter les populations de ces oiseaux. Et dans la partie en fait qui est en jaune au sud-est, c'est une partie qui est semi-sauvage, donc avec une densité d'arbres beaucoup plus importante et qui est visitable, mais avec un accès contrôlé pour éviter d'avoir un impact trop important sur la faune locale. Donc ce territoire a été clôturé, il est surveillé en permanence pour éviter les coupes d'arbres, puisqu'on a eu beaucoup de pression au démarrage du projet. Il faut savoir qu'un orme coûte 1000 $ environ, donc beaucoup de gens téléphonaient ou venaient dans le parc pour essayer de couper des arbres. Donc on a même eu le cas de députés qui ont essayé de couper des arbres, pour la petite histoire. Et ensuite on a collecté énormément de déchets, donc plus de 40 camions de 3,5 tonnes ont été récoltés. Et puis plusieurs kilomètres de sentiers vont être aménagés pour marcher ou courir. Et la dernière étape consistera à installer des panneaux éducatifs sur l'environnement, donc les arbres, la forêt, l'eau et le changement climatique notamment. Alors vous pouvez voir quelques photos d'aménagement ensuite, c'est beaucoup plus parlant que des discours. Donc on peut passer au slide dessus. Voilà. Donc là vous pouvez voir en fait les exemples de bancs qui ont été installés, de clôtures, de tables de pique-nique, d'éléments de sport, des espèces d'oiseaux qui vont être introduites, qui existaient déjà en fait dans la région, mais qu'on cherche à réintroduire et à protéger. Ça, ce sont des nichoirs à insectes, des hôtels à insectes pour protéger les insectes utiles. Voilà. Et ici, vous pouvez voir en fait une photo de groupe à l'occasion de la semaine diplomatique pour le climat qui a eu lieu la semaine dernière. Donc vous pouvez voir en fait différents groupes de personnes, des ambassadeurs, des étudiants, des volontaires qui ont aidé à participer, qui ont participé à ce projet et qui l'ont rendu possible
Comme quoi, en fait, pour être optimiste, il y a toujours des mouvements, en fait, il est toujours possible de fédérer des gens pour réussir à protéger l'environnement, même si ce n'est bien sûr pas suffisant. Et je voudrais citer aussi, pour finir, une phrase de Gandhi. Qui disait que celui qui fait partie du problème et ne fait rien, enfin celui qui voit le problème et ne fait rien, fait partie du problème. Donc ça veut dire qu'on ne peut pas rester inactif. Ceux qui ne prennent pas part, soit à la protection, soit qui sont contre, font partie du problème et empêchent la résolution en fait, et la prise de décision et de bonnes solutions. Voilà. Je vous remercie.